parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver évidemment ce lundi matin. Merci de votre fidélité. Nous sommes le 22 février 2021. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace Fouta. Vous nous écoutez là sur 99.7. Merci à vous qui nous écoutez à Cancan sur 99 en modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, les grandes gueules jusqu'au port de 11h. Vous aidez à mieux comprendre l'actualité. C'est ce que nous faisons ici en terre guinéenne depuis plus de 10 ans maintenant. Merci à vous tous à l'international. Ceci dit, plusieurs mois sauf à vous, si vous souhaitez interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement, hashtag espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il faut mémoriser, qu'il faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons relayer vos messages dans cette émission sur le coup de 10h avec toute l'équipe de ce matin. Oui, il est là, Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour, ça va? Bienvenue, oui, ça va très bien. J'ai passé un excellent week-end de bourgeois. Ouais, j'ai fait le tour. Ouais, j'imagine. Ah, c'était trop bon. J'imagine. C'était vraiment il nous fait le compte rendu en direct, quoi. Voilà. Ouais, non, je parle de mon week-end, ça t'intéresse pas? Ouais, alors là, pas du tout. Alors là, pas du tout, Ahmed. Bon, ben, d'accord, je dis plus rien. Bien. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à ce bourgeois parent qui ne l'est vraiment pas dans la réalité, mais qui veut nous faire croire qu'il est coupé du monde. Et qui veut nous faire croire qu'il est vraiment bourgeois, parce qu'on ne peut pas être derrière une tasse de thé un week-end et faire croire à tous qu'on avait toute une table garnie. Tu sais pourquoi j'ai toujours détesté les communistes? Bien. C'est pourquoi? Allez. Parce que vous faites croire au peuple qu'on est tous égaux. Bien. Bonjour, mon ami Moussa Yoruba, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Voilà. Bonjour, Jacques Léwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, évidemment, on s'intéresse à l'actualité, mon cher Ahmed Kourouma, parce que tu parles de bourgeoisie ce matin. Ouais. Eh bien, flambée de prix à Conakry, c'est incompréhensible. Est-ce que tu fais le tour des marchés ou pas du tout? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais évidemment, mais c'est ça le chic de la. Le chic de la bourgeoisie, non, Madame Hiro, c'est ça. Il y a des gens qui vont marcher pour toi, c'est pas toi. Non, voilà, elle décide à ma place. Madame Hiro, le chic de la bourgeoisie, c'est d'aller justement se confronter au peuple. Donc je vais au marché. Ok. Donc oui, j'ai remarqué, comme tout le monde, la flambée des prix dans notre belle capitale. Cela étant, quand tu sors de Conakry, puisque je sors de Conakry, à partir de Kindia, les prix sont restés stables. Alors, il y a une flambée des prix à Conakry parce que... Non, je finis. Attention. Je finis. Il va finir, madame. Il va finir, allez-y. En parlant de Kindia, fais attention. Ils sont contre moi ce matin, ça va être énorme. Ça va être une belle émission. Je le sens. Donc, je finis. Allez-y, Ahmed. Merci. Donc, je dis que quand tu sors de Conakry, les prix sont restés stables. Oui. Parce que, en dehors de Conakry, on n'utilise pas les produits manufacturés qui viennent d'ailleurs. Ce qui crée la flambée des prix actuellement, c'est qu'il y a une crise économique mondiale. Les prix flambent parce qu'il y a rareté et il y a une forte demande. C'est le principe de mais les deux communistes, mais les deux communistes qui sont l'une en face de moi et l'autre ne peuvent pas comprendre cela. Ça s'appelle l'économie de marché. Voilà. Plus les produits sont rares, plus ils flambent. C'est logique. Voilà, et c'est partout dans le monde. C'est une crise mondiale. Bien. Allez-y, Daouda Mohamed Kamara. Vous avez fait le constat ou pas du tout? Oui, effectivement, on a fait le constat. J'en ai fait personnellement parce que le sac de riz que je prenais à 310 000, 305 000. Aujourd'hui, on le retrouve à 335 000 par endroit, 350 quand j'ai parlé avec quelqu'un du côté de Cancan, le riz qu'on appelle Bangladesh. Aujourd'hui, le sac, il est vendu à 350 000 francs du côté de Cancan, comme pour dire que c'est vrai qu'on veuille évoquer le concept de la loi du marché, quand il y a rareté, il y a flambée, mais on nous a quand même fait comprendre que le riz, le stock, il est de grande quantité. On ne peut pas aujourd'hui se plaindre de la rareté de riz sur le marché guinéen, parce qu'on sait à l'approche, à tout moment, à l'approche du mois de Ramadan et du mois de Carême, il y a
des efforts qui sont fournis pour approvisionner le marché guinéen des denrées de première nécessité. Oui. Donc aujourd'hui, mettre cela au compte de la rareté, je ne crois pas que cela explique réellement cette flambée de prix. Il y a une autre raison, peut-être qui n'est pas invoquée, mais ça ne peut pas être forcément aujourd'hui, dans le cas spécifique par exemple du riz. La dernière fois on en parlait avec le blé, ça on a compris. On a compris cela, parce que on a compris cela, mais en ce qui concerne le riz, c'est aujourd'hui incompréhensible que ce soit le même cas. C'est le même principe à tous les niveaux, mais aujourd'hui, je vais te donner un cours d'économie. Allez faire le tour au ministère du Commerce. Ça fait 6 mois. Oui. Ça fait 6 mois que les Guinéens ne payent pas l'électricité ni l'eau. Ça s'appelle, on est en train de compenser la baisse de pouvoir d'achat des Guinéens par des aides. Et le riz, je te signale, en Guinée, nous sommes l'un des rares pays où le riz est subventionné par l'État. D'accord? Donc il faut à un moment donné... C'est quoi le lien? Mais le lien, il est très simple. Le lien, il est économique. C'est-à-dire que quand l'État s'engage à subventionner le riz, ne fait pas payer les Guinéens depuis 6 mois, je dis bien, l'eau et l'électricité, ça veut dire qu'il interagit sur le pouvoir d'achat des Guinéens. Ça fait déjà deux arguments différents que vous avancez. La rareté et de l'autre côté, la subvention. Tu sais, alors je vais te faire l'économie pour les nuls. Allez-y. Je vais te faire l'économie pour les nuls. Ce qui est simple, c'est qu'effectivement, en économie, la rareté des produits occasionne, puisqu'il y a une forte demande, ça occasionne la hausse des prix. Mais puisque tu parles de tout à l'heure de l'incompréhension par rapport au blé et au riz, je t'explique en quoi l'État vient de compenser, ça s'appelle les politiques publiques, vient de compenser le pouvoir d'achat des Guinéens en offrant ou en subventionnant et l'électricité, et le riz, et l'eau. Donc, voilà, c'est un principe simple. C'est pas nouveau. C'est un principe simple d'économie. C'est pas nouveau ce que vous êtes en train de dire. C'est vraiment pas nouveau parce que cette charge, ça dépasse depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois. C'est un principe. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y, Jacques. Je trouve que c'est assez complexe ce dans quoi Kourou Ahmed s'engage ce matin. Parce que vous savez, pendant la crise, on a dit oui, on prend en charge l'électricité et l'eau, mais en même temps, on a laissé les citoyens se débrouiller avec le transport. Donc, si on fait le calcul, on peut bien entendu arriver à une conclusion simple selon laquelle l'État n'a peut-être pas suffisamment aidé. Ça, c'est soit dit en passant. Maintenant, pour la flambée des prix, il y a un principe dans notre pays, et ça, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça ailleurs. Les prix savent augmenter, mais ils ne savent pas baisser. À chaque fois qu'on a atteint un niveau, on ne revient plus en arrière. Le sac de riz, à l'époque, c'était 50 000. On est passé de 50 000 à 100 000. Et progressivement, vous n'apprenez jamais qu'on est passé de 200 000 à 150 000. Ça, ce n'est jamais arrivé. Là, on a atteint 350 000. Si on ne fait pas attention, ce qu'il faut viser désormais, c'est 400 000, mais non revenir, n'est-ce pas, à 300 000. Ça, il y a un problème derrière. C'est vrai, c'est l'économie de marché, l'offre et la demande déterminent les prix. Mais à un moment donné, lorsque l'État en tant que régulateur existe, bien entendu, il peut faire en sorte que les choses soient un peu modérées. Mais là, on est dans l'exagération. Il y a un élément qui ne doit quand même pas nous échapper. C'est l'importation. L'importation de ces produits, puisque nous ne les produisons pas ici. La dernière fois, le ministre Djubaté a donné une conférence, moi, ça où il a expliqué les raisons qui pourraient expliquer quelque peu les restrictions que son département devrait être amené à prendre au niveau du port autonome de Conakry vis-à-vis des importateurs. Il se disait qu'il y avait une certaine magouille orchestrée par certains gros importateurs qui manipulaient les factures. Les factures d'achat étaient réduites, n'est-ce pas, au niveau du port autonome de Conakry pour les amener à payer moins en termes de taxes au niveau de la douane. Donc il disait qu'il allait durcir le ton à ce niveau pour faire en sorte que les vraies factures délivrées à l'achat au marché mondial soit, n'est-ce pas, amené au niveau du port de Conakry. Sauf que lorsqu'on prend une telle mesure et qu'on ne travaille pas davantage sur le transport du port pour l'intérieur du pays et même pour le transport, pour le port pour les marchés, et bien évidemment, c'est le citoyen qui va payer. Le commerçant, il a son produit. Si vous le fatiguez au niveau à l'importation, et bien entendu, il va augmenter le prix une fois sur le marché. Je crois que l'État doit
de manière responsable agir sur les coûts à l'importation pour éviter que cela ait de l'influence sur les prix d'achat dans les marchés à l'intérieur du pays. Sinon, comme je le dis, les prix vont continuer à augmenter. À grimper, voilà. Allez-y, Madame Hiro. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est la douane, finalement, à la fin du compte? Écoutez, le commerçant ne vend jamais à perte la mine. Je pense que quand des mesures sont prises, il faut penser un peu à certaines répercussions sur le marché et penser surtout aux populations à la base. Parce que le commerçant, quand il investit, il cherchera toujours à compenser tout ce qu'il a investi là-dedans. Mais en Guinée, vous le savez, ça le laisse aller. Les gens fixent les prix selon leur entendement, comme ils le veulent le plus souvent sur le terrain. Et malgré toutes les restrictions qu'on fera, par exemple, pour faire en sorte que... Parce que moi, par exemple, je n'ai pas compris ces manipulations dont le ministre parle. Parce que je me dis que quelqu'un qui envoie une marchandise au niveau du port, il y a toute une procédure qui est mise en place qu'il faut suivre pour pouvoir payer tout ce qu'il faut payer jusqu'à ce que la marchandise se retrouve sur le marché. En même temps, je pense qu'il devrait y avoir un certain contrôle sur la fixation des prix, ce qui n'est jamais le cas en Guinée. Le plus souvent, quand on met de la pression sur les commerçants, ils fixent leurs prix et ça se répercute le plus souvent sur les pauvres citoyens. Et ces derniers temps, ce qui a surtout provoqué cette flambée, vous vous souvenez, on a fait beaucoup de reportages là-dessus, c'est surtout la fermeture des frontières. Il y a beaucoup de marchandises, par exemple, qui manquaient. C'est à partir de ce moment que le sac de sucre, par exemple, est passé de 300 à 340 000 et voire 350 000. L'huile, ainsi de suite. Je pense qu'il faut réglementer les choses et faire en sorte qu'il y ait un parallèle, une compréhension entre ces commerçants qui envoient, qui importent les marchandises, qui les amènent ici. Si vous voulez leur mettre la pression, faites en sorte que les choses puissent... qu'il y a une certaine équivalence parce qu'ils ne vendront jamais à perte. Ils auront toujours, comment on appelle, ce qu'il faut pour pouvoir aller à nouveau acheter et ramener pour les populations. Mais vous connaissez le prix d'achat ici des Guinéens, de pauvres personnes qui, par exemple, sortent au quotidien pour aller chercher, et c'est ce qu'ils gagnent par jour, c'est ce qu'ils mangent. Quand Ahmed dit que, par exemple, à l'intérieur du pays, il n'y a pas eu de flambée, vous souvenez, Lamine, le problème de transport qui s'est posé ici à cause de la dégradation des routes. Ces femmes qui vont prendre, par exemple, des fruits et légumes un peu plus loin, que ce soit au Fouta pour certaines villes de la Basse-Guinée, ou bien que ce soit dans certaines villes de la Basse-Guinée, notamment à Kindia pour Conakry, il y a forcément une flambée à cause de la dégradation poussée des routes, à cause des problèmes de transport que rencontrent ces personnes-là qui prennent les fruits et légumes, par exemple, en ne parlant que de ça, sans parler du riz et autres. Même quand vous prenez le riz du pays, par exemple, il peut quitter quelquefois à Zérékoré. Pensez un peu à l'état des routes, le temps que les camionneurs font de là-bas jusqu'ici, tout ça se répercute sur le panier de la ménagère, ça se répercute sur le prix, parce que les gens, en prenant par exemple du riz en forêt, il y a le transport, il y a tout ce qui entre dans le transport de la marchandise, par exemple d'une dame qui déplacerait un camionneur pour déposer sa marchandise ici à Conakry. Il suffit de partir sur le marché pour comprendre. Madame Hiro, si je peux me permettre, il faut arrêter de théâtraliser l'économie. C'est quelque chose de très simple. Comment ça, c'est pas du théâtre, je finis. Mais non, si tu penses que c'est du théâtre, même si on sait que c'est ton domaine, si tu penses que c'est du théâtre, non, si tu penses que c'est du théâtre, c'est toi qui fais le populisme. C'est toi qui fais le populisme, je vais finir mon propos. Mais c'est ce que je dis justement. Tu peux élever le ton, hurler jusqu'à demain matin. C'est toi qui hurles. C'est toi qui hurles. Moi, je suis calme. J'ai parlé de théâtralisation. Et tout à coup, tu sors de tes gonds. Est-ce que tu as bien compris le mot? Est-ce que tu as bien compris? J'ai bien compris. Alors je continue. Merci. Je peux comprendre ta réaction. Non, il ne sert à rien. Vous pouvez hurler tous les deux. Moi, je vais finir. Moi, je vais finir. Vous pouvez hurler, je vais finir. Vas-y, merci. Madame Hiro, vous êtes monté d'un octave là. Baissez. En musique, ça s'appelle l'octave. Là, c'est toi qui devrais comprendre que c'est pas du théâtre. Non, je le dis. Bien. En musique, ça s'appelle baisser d'un ton. Baissez tous d'un ton. Vas-y. Je refuse. Tu ne donnes pas des indices quand même. Baissez d'un ton. Vous me criez dans les oreilles. Bon, alors on va dire bonjour à Moussa le temps que tu te calmes. Non, moi je suis calme, c'est toi qui es énervé. Moi je suis très très calme ce matin. Moi je suis sur mon propos, je suis très calme, c'est vous qui êtes énervé là, vous montez en flèche.
J'ai dit, il faut arrêter cette théâtralisation de l'économie. L'économie, elle repose sur des faits simples. Nous sommes un pays importateur, pas un pays exportateur. Je réponds à Jacques Léoy. Ensuite, à vous. Quand je dis que les prix sont stables à l'intérieur, je ne vous parle pas des Conakrykas qui vont acheter à l'intérieur et puis qui reviennent à Conakry pour vendre. Je vous parle des commerçants qui vont à l'intérieur, à Mamou ou ailleurs, qui vont acheter des choses, qui les payent au prix bas et qui viennent effectivement, par le coût des transports, par le coût de ceci et de cela, l'essence, etc., les vendre à Conakry à un prix élevé. Parce que, comme vous venez de le dire, aucun commerçant ne vend à perte. Maintenant, il y a un principe simple en économie. Et on parle du riz. Oui. Il y a aujourd'hui sur le cours mondial, le riz est produit par 3 grands producteurs mondiaux, c'est-à-dire l'Inde, le Vietnam, je crois, et puis la Chine. Le Bangladesh aussi. Et le Bangladesh aussi. Voilà, les 4. Bon, à cause de la crise du Covid, ces pays-là ont d'abord gardé une partie de leur production pour eux. Oui. Ce qui fait qu'il y a moins de riz sur le marché mondial. Donc les cours mondiaux du riz montent. Bien. Et ça, vous pouvez parler tant que vous voulez, l'État guinéen n'y peut rien. Il n'y peut rien. Merci beaucoup, Ahmed Kourouma. Allez, c'est bien dit. Hein. Merci, bonjour. Moussa Moussa. Non, c'est pas bien dit. Allez, s'il vous plaît. Non, c'est pas bien dit. On revient dans un instant. Bonjour. Voilà. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Mais pourquoi tu te caches comme ça, Moussa Moussa? C'est la pollution de l'air pour le masque. La pollution de l'air. Pour le masque. Eh ben. Le studio n'est pas pollué. Le studio n'est pas pollué quand même. Il faut donner l'exemple. Allez, bonjour. Parce qu'avec tout ce qu'Ahmed raconte, je pense qu'il y a de la pollution dans l'air. Mais ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Ouais. C'est un bon économiste, mais là, il est en train de patauger ce matin, Ahmed. Les grandes gueules. Je souhaiterais juste dire, Ahmed, bonjour aux auditeurs. Que... Oui, tu peux enlever le masque maintenant, s'il te plaît. Vous pensez Oui, reprends le cours normal, Moussa. Redeviens Moussa Moïsi, là. Si vous ne regardez à la télévision, voilà. Merci. Tu peux enlever l'autre là aussi. Il y a un petit ventilateur à côté. Non, mais on a bien compris, Moussa. Tu peux enlever, voilà. Merci, mon grand. Allez. Voilà. Le Morianais, en direct, voilà. Allez-y. Ce que je souhaiterais dire, Ahmed. Oui. Les vrais indicateurs économiques sont calqués sur le vécu, sur le quotidien des citoyens. C'est-à-dire que s'asseoir dans une salle et sortir les gros mots économiques, macro, micro et autres, ce qui compte, ce sont les répercussions de tout cela sur le quotidien des concitoyens. C'est le vrai indicateur. Effectivement. Et c'est cela la vraie économie. Ce qu'ils racontent, c'est ce qu'on nous a appris en cours d'économie. Mais c'est pas ce que Maman Sta mange à Boulbiné. C'est pas ce que l'autre consomme de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il semble nous duper ce matin en amenant notre réflexion sur le fait que nous ne produisons pas suffisamment de riz, puisqu'il s'agit de cette denrée de première nécessité. En nous faisant oublier, par ricochet, que si on ne produit pas assez de riz, c'est parce que nous avons un système, un secteur agricole défaillant par le fait des politiques publiques dans le secteur. Vous comprenez? Oui. Tu es responsable par omission, parce que tu ne l'as pas dit. Tu ne l'as pas dit. Comme si le fait de ne pas avoir un secteur agricole performant qui puisse nous permettre d'être autosuffisant en riz, que c'est la faute du paysan qui se trouve du côté de Gongoré. C'est ce qui nous fait croire. Dans d'autres pays, je vais vous le dire, Ahmed, on met en place depuis des années, cela a commencé avec Nana Oufo-Boigny. Je prends encore l'exemple du côté de la Côte d'Ivoire. Ils ont mis en place un système qui tient jusqu'à ce jour. Même le diable ne peut pas l'ébranler. Même le diable. Quand on parle d'une nouvelle culture, on parlait de l'anacarde. La Côte d'Ivoire, au moment où les pays faisaient dans le populisme, justement, la Guinée notamment, la Côte d'Ivoire a pris le leadership dans ce domaine. Alors, moi je trouve qu'il ne faut pas occulter le fait que la Guinée ne produit pas suffisamment, mais n'oublions pas non plus que l'État n'a pas codifié tout cela, n'a pas mis suffisamment de moyens, n'a pas mis en place un système qui pourrait permettre à ce secteur agricole de se développer. Vous avez vu les intrigues, vous avez vu les manèges, les coups bas, les coups tordus dans ce secteur avec l'ancienne ministre qui était à ce poste. Vous avez vu qu'il y a au moins 4 ministres de l'agriculture dans ce pays. Donc chacun décide, chacun faire voir des choses au président de la République. Par fini, on se trouve dans une sorte de brouillard. Et d'ailleurs, comme le brouillard. Oui, exactement. Donc on ne sait pas quelle est la direction prendre pour un secteur aussi vital. Ensuite, il y a un jeu qui est fait et que certains n'arrivent pas à constater. Un jeu trouble par des commerçants, notamment un Libanais, qui fait croire au chef de l'État que lui, il est le seul commerçant sur terre capable de soutenir la politique publique du président de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cri. Il importe à perte les sacs de riz, il les vend à perte et il gagne son c'est-à-dire qu'il a son prix de revient.
Le seul au monde. Je ne sais pas comment, économiquement, comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Ça n'existait pas. Mais c'est un faux fuyant. Je vous parle de ces magasins témoins, ces conteneurs peints en jaune, où on met des sacs de riz, c'est écrit dessus 200 000 francs guinéens. Donc faisant croire au président que ces sacs de riz sont vendus partout où ces conteneurs témoins sont installés à 200 000 francs guinéens. Ensuite, il passe du côté de la présidence pour quelqu'un donc qui aime le président, qui le soutient, qui montre l'exemple du commerçant patriote, qui vraiment aime le peuple de Guinée. Mais il n'en est rien. Posez-vous des questions sur le nombre de conteneurs de ce genre installés en République de Guinée, puisque les indigènes ne sont pas qu'à Kaloum. Vous n'avez pas une vingtaine installés. S'il y a un quelconque avantage à tirer du fait qu'ils viennent, qu'ils importent des sacs de riz et qu'ils les revendent à 200 000 francs, s'il y a un quelconque avantage lié à la fiscalité, lié aux douanes, c'est l'État plutôt qui perd. Parce que le volume qu'il importe, ce n'est pas ce volume qui est vendu aux citoyens. Vous comprenez? Donc, le manque à gagner sur les 200 000 francs, sur les sacs de 200 000 francs jaunes qui sont vendus dans les conteneurs, le manque à gagner, il le rattrape dans d'autres secteurs de vente, à Madina notamment, à l'intérieur du pays, en le vendant au prix normal, c'est-à-dire un peu plus d'ailleurs. Vous avez, bon, ça c'est une duperie. J'aimerais que... je finis rapidement. Dans le christianisme, on dit, si on te gifle la joue droite et que tu tends la joue gauche, tu es responsable. Je finis. Je souhaite qu'on arrête. Ne mélange pas les Je souhaite que cette politique de duperie commerciale prenne fin. Parce que c'est pas à l'avantage de nos industriels, ceux qui ont des industries ici. Vous savez, lorsque je parlais de cette histoire d'augmentation du prix du blé à l'international, qui est quand même la matière première qui rentre dans la fabrication de la farine, le chef de l'État, il va prendre pour exemple ce monsieur-là pour dire, mais pourquoi vous êtes Guinéen, vous n'êtes pas patriote comme lui? Lui, il envoie les sacs de riz à 200 000 francs. Vous vendez, vous voulez augmenter vos sacs de blé. Mais alors qu'il n'en est rien, prenez le volume qui est vendu. Au-delà de ce conteneur, vous vous rendrez compte que les vrais patriotes ne se retrouvent pas autour de ce monsieur. Donc je trouve que ce jeu-là doit changer. Qu'on nous dise, il y a combien de conteneurs de ce genre, il y a combien de sacs, parce qu'à partir de 18h, vous trouvez que c'est fermé. Il y a combien de sacs que nous revendons dans ce domaine. Allez-y, Jacques, donc, 30 secondes. Pour finir, Ahmed, questionne ton État, questionne ton gouvernement sur ce qui est fait depuis des années pour permettre à la Guinée d'être autosuffisant en riz. Voilà, donc il ne faut pas nous accuser. Il faut pas occulter le fait que notre monnaie est aussi assez fragile ces derniers temps. On m'apprend que le dollar a augmenté par rapport au franc guinéen depuis le week-end dernier. Il y a ces informations-là qui circulent. Ça peut aussi expliquer au-delà, bien entendu, de ce que nous venons de dire, cet état des faits. Surtout que, mais ce sont au fait des questions qui se joignent d'une certaine façon. La production. Tant que nous ne produisons pas, nous allons être mis devant ces responsabilités-là. Et pour que nous produisions, il faut que l'État se bouge. Bien, l'État se bouge. Non, pour que nous produisions. Vous savez, on a un Guinéen qui s'appelle Mohamed Biavogui, qu'Ahmed connaît, peut-être qu'il l'aura dans son émission, mais c'est une densité brillant, intellectuel, qui est rentré, s'il vous plaît, aux Nations Unies par voie de concours. Dans le premier poste, ça a été le gérant de Lamine. Il a quand même travaillé au FAO, le programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On l'a fait appel pour gérer pas le portefeuille d'un pays, mais du continent. Donc, là, il sait c'est quoi ce domaine. C'est-à-dire le monde rural, il le connaît. Lamine, c'est important. Lorsqu'on veut développer mais ça serait bien qu'on l'invite dans ce studio. Lorsqu'on veut développer un secteur aussi sensible, il faut quand même faire appel à des personnes comme ça qui ont prouvé leur talent à l'international. Merci Moussa. Merci, c'est bien dit. Allez-y, je crois que cette théorie de Ahmed, il faut qu'il nous sorte de là. C'est vrai que c'est écrit dans les livres, c'est vrai que c'est écrit dans les cahiers et autres. On en a appris en 12e année en économie, mais ça ne tient pas. Depuis 2010, il y a eu beaucoup de promesses dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, qu'on soit 10 ans après, qu'on soit encore à des années 2006-2007 où le sac de riz était vendu à 400 000 francs guinéens. Je rappelle aussi qu'en 2002, par exemple, jusqu'en 2002-2003, le sac de riz était vendu à Conakry ici à 82 000 francs guinéens. Et aujourd'hui, on est en train d'aller à 350 000 francs guinéens. Intérieurement, qu'est-ce qu'on a
réaliser dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire? C'est une question qu'il faille aujourd'hui se poser et questionner effectivement sur les travaux qui ont été menés par les différents ministres ou par le ministère de l'Agriculture dans notre pays. Merci beaucoup Daouda, allez-y. Qu'est-ce que vous faites de piètres économistes ici? C'est incroyable. Et tu sais ce que ça veut dire, le coût de la vie, l'augmentation? Tu me prends des exemples de 2004-2007. Là, il y a eu le coût de la vie a augmenté depuis. Comment dirais-je, le dollar a augmenté, le franc guinéen a baissé ou augmenté, l'euro a augmenté. Mais là où vous faites du populisme, en vous adressant oui, en vous adressant à la commerçante, Ahmed Kourouma n'est pas responsable des carences de l'État en matière d'autosuffisance alimentaire. Laisse-moi finir, je t'ai laissé finir. En matière d'autosuffisance alimentaire, en matière de carence. Non, je finis, Moussa Moïse. Moussa, je t'ai laissé parler. Allez-y, non, apprenez à me laisser parler. Merci. Donc, Ahmed Kourouma n'est pas responsable des carences de l'État, des carences en matière d'autosuffisance. Tous les mots que vous dénoncez là, je n'en suis pas responsable. Je fais un constat clair, net et froid de l'économiste que je suis, qui dit que l'économie c'est simple. Il y a aujourd'hui une crise mondiale. Cette crise mondiale a donné lieu à une réduction de la production mondiale du riz. Ça se répercute sur les finances publiques et donc dans le panier de la ménagère. C'est aussi simple que ça. La faute à l'économie mondiale. La faute à la récession économique mondiale. Bien. La faute aussi. La Guinée est sur la planète. Même si on est allé sur la planète Mars récemment, on est sur la planète Terre. La faute aussi à ces argumentaires tronqués, étriqués, qui sont en déphasage de la réalité. Si vous posez le constat tel qu'il faut, peut-être que ça pourrait permettre aux politiques publiques de s'ajuster. Mais avec de tels arguments, nos politiques, nos gouvernants, ils vont se prélasser dans leur fauteuil pour dire tout va bien. Oui, j'aimerais bien savoir ce qui n'a pas marché, parce que vous vous souvenez quand on a fait venir ici les intrants par rapport aux agriculteurs à l'intérieur du pays, on avait promis qu'on atteindrait l'autosuffisance alimentaire en 2020. En 2020, nous sommes en 2021 et nous vivons cette réalité. Et Ahmed veut nous faire croire que oui, c'est une crise mondiale. Oui, c'est une crise mondiale qui a été compliquée par la situation que nous avons vécue ici, la fermeture des frontières, entre autres. Vous vous souvenez? Ça crée des problèmes, ça fait perdre beaucoup de milliards à des agriculteurs à l'intérieur du pays notamment. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on atteigne cette autosuffisance alimentaire tant promise en 2010 et les années suivantes? Parce que les années suivantes, on se souvient que c'était en fait, 2020 était une sorte de ligne d'arrivée en quelque sorte par rapport à l'agriculture. On nous a fait vivre tant de discours, tant de promesses pour nous faire croire qu'en 2020 on atteindrait. Mais aujourd'hui, on a l'impression que nous vivons la même chose, nous vivons la même situation. C'est pas du théâtre Ahmed, c'est la réalité des populations, c'est ce que les gens vivent ici. Voilà, Madame Yero, vous êtes chez les GG. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Sur Twitter, entre autres, mesdames et messieurs, avec plaisir, nous allons nous intéresser à vos propos sous le coup de 10h. Dans la deuxième partie de l'émission, on s'intéressera, peut-être on va parler météo ce matin, si on peut se me dire comme ça, les vers aux anges, si on peut se me dire ainsi. Et puis on ira du côté de Zéré Corée aussi dans la deuxième partie de l'émission. On s'intéresse à cette enquête, mon cher Moussa Moïse Silla. Ça se passe du côté du Mali, entre autres. On parle de cette affaire de coke. Entre autres, mais avec les fouilles de la semaine, nous avons pu mettre main sur la genèse de cette affaire. Comment est-ce que tout cela s'est passé? D'abord dans la cour où la cocaïne a été découverte, où les sacs ont été découverts. Ensuite, ce qui s'est passé entre-temps entre les agents de la BAC et les expatriés, les deux qui étaient au domicile à Nongo, et puis le nommé Issa Kaba, donc, qui était donc dans la cour, qui avait pris la fuite entre-temps, mais qui a été pris le week-end, la semaine dernière, du côté de Bamako, avec l'aide bien entendu de la sécurité d'État du Mali et des agents qui ont quitté Conakry à cet effet, qui le traquaient depuis donc. Donc je voudrais noter qu'il a été rapporté aux enquêteurs membres de la commission rogatoire et que le 5 janvier 2021, aux environs de 17h, dans le cadre donc d'une information reçue par un informateur anonyme, j'avais expliqué la première fois qui était cet informateur anonyme, faisant état de l'existence d'un colis suspect dans une villa à Nongotadi, commune de Ratouma, le chef d'escadron
Amadou Sané, commandant de la BAC 10, assisté de l'informateur et de son adjoint Amadou Belabari, commandant de police, ainsi que des adjudants Bangali Kamara Dimbenga et Moussa John Kandé s'est rendu sur les lieux. Mbenga est dedans? Oui, adjudant Bangali Kamara. Quand vous dites dedans, oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ne me créez pas des géographies. Ne pas des histoires. Non, ne dites pas des dents. Ok. Moi, je rapporte les faits. Les faits, bien. Rien que les faits. Associé, bien. Des dents, bien. dehors, je ne sais pas. Bien, allez-y, mon cher Moussa. Ce que je rapporte. Pose des questions aussi, Moussa. Oui, mais attention. Il est dedans. Non, mais t'as cité Mbenga quand même. Oui, mais les faits, parce qu'il était dans la mission. Ok. Oui, il était dans la mission. Bien, j'ai compris. Donc, oui. Amadou Sané, le commandant de la BAC 10, assisté de l'informateur de son adjoint Amadou Belabari, commandant de police, ainsi que des adjudants Bangali Kamara, Dimbenga, Moussa John Kandé, s'est rendu donc sur le lieu à bord de son véhicule d'unité d'intervention conduit par un bénévole, Mamadi Kamara, sur autorisation de la coordination générale des BAC. Arrivé sur le lieu, dans cette somptueuse villa, du côté de Nongotadi, comprenant un bâtiment principal R+1, une annexe située en bordure de mer, les éléments de la BAC 10 vont trouver dans le salon du rez-de-chaussée 2 expatriés blancs qui mangeaient, mais qui ne parlaient qu'anglais. Entre-temps, le nommé Issa Kaba est arrivé apparemment, selon des indiscrétions, il avait l'air de connaître les agents de la BAC, notamment le commandant sur place. L'informateur va donc guider l'équipe au rez-de-chaussée vers le magasin de la cuisine. Et là-bas, en présence de Issa Kaba et des 2 expatriés, ils vont faire la découverte de plusieurs sacs de couleurs différentes, genre sac à dos, mais un peu plus grands que nos sacs à dos ordinaires. Et donc remplis au même niveau, ayant le même volume. Sur le champ, le coordinateur général adjoint des BAC sera appelé et informé de la découverte. Il va ordonner d'embarquer les colis et les déposer à la base de la BAC 10. Donc, selon l'équipe de la BAC sur place, les sacs seront comptés. Les agents déclarent avoir dénombré 19 sacs. En quittant les lieux, ils vont interpeller l'un des expatriés, notamment Joveka Zivkovic, et saisir ses 2 passeports en laissant sur les lieux Issa Kaba et le second expatrié. Donc, à leur base, aux environs de 19h, le commandant de la BAC et son adjoint, de la BAC 10 et son adjoint, vont informer la coordination générale des BAC. Des instructions avant l'arrivée des coordinateurs auraient été données aux adjudants Bangali Kamara, Dimbenga et Moussa John Kandé de soustraire 3 sacs de cocaïne sur les 19 et de les mettre dans les toilettes du bureau du chef, du côté de la BAC 10. Donc, il restait en leur possession, avant l'arrivée de la coordination générale des BAC, il restait en leur possession 16 sacs. L'expatrié va donc approuver et signer un acte de reconnaissance des 16 sacs. Comme quoi, c'est ce qui a été trouvé dans la villa. Donc, Issa Kaba, à bord de sa Mercedes, va arriver un peu plus tard au siège de la BAC 10. Il va engager des négociations, obtenir la libération de l'expatrié des mains de la BAC 10, moyennant sur place, selon ce qu'ils ont déclaré à l'audition et tout, moyennant le paiement de $3,000 sur place. Et dans les minutes qui suivront... Les officiers, hein, il faut le rappeler. Oui, ils vont payer $3,000 du côté de la BAC 10. Oui, j'ai compris. Voilà. Donc, dans les minutes qui suivront, une autre négociation sera engagée, cette fois-ci pour la récupération de toutes les quantités de cocaïne saisies. La conclusion de la négociation tournait autour de $100,000. Incroyable. Dès après donc, le départ de Issa Kaba et de l'expatrié, est arrivé donc le coordinateur général adjoint des BAC. On lui a fait donc le compte-rendu de la saisie en déclarant les 16 sacs, en lui disant que ce sont les 16 qui ont été retrouvés et en l'informant de la libération de l'expatrié ainsi que de Issa Kaba, tout en soulignant les négociations engagées pour la récupération de la quantité saisie et les $100,000. Le coordinateur général adjoint va à son tour arriver, le coordinateur général, cette fois-ci des BAC, va à son tour arriver. Le même compte-rendu lui sera fait par le commandant de la BAC 10, le coordinateur des BAC, à l'aide de son couteau, selon toujours les informations tirées de l'audition, à l'aide de son couteau, il va perforer un sac, prélever au hasard sur une plaquette une poudre blanche qu'il va mettre sur sa langue, comme dans les films, et déclarer c'est de la cocaïne. Lui également, à son tour, va passer un coup de fil à sa hiérarchie. Sur les instructions, les agents de la BAC, dont Bangali Kamara, Dimbenga, Moussa John Kandé, Mamadi Kamara, chauffeur bénévole, et l'adjudant Alseni Conté, chef de poste du jour, ont embarqué 6 sacs dans l'habitacle du véhicule du coordinateur général adjoint des BAC et les 10 autres sacs dans la voiture du coordinateur général.
Il a été constaté dans le registre du poste de garde qu'il n'a été fait mention nulle part de cette opération et aucune décharge également n'a été faite entre l'unité saisissante qui est la BAC 10 et la hiérarchie, c'est-à-dire la coordination des BAC qui est venue donc récupérer les colis suspects. Et le procureur de la République qui aurait dû être informé dès l'instant de la découverte des colis suspects n'a également pas été mis au courant ce jour. C'est-à-dire que c'est une procédure basique quand il y a ce genre d'opération, surtout quand ça porte sur de la cocaïne, lorsque vous saisissez en tant qu'unité saisissante et que vous devez remettre à une autre unité, vous faites sur place une décharge. En tout cas, il y a dans le registre du jour des inscriptions qui sont faites à ce sujet. Rien de tout cela n'a été fait. Donc, le coordinateur général des BAC et son adjoint ont quitté donc la base de la BAC 10 le 5 janvier aux environs de 21h. Dans leur audition, les enquêteurs vont relever des propos contradictoires. D'abord, ils déclarent avoir mis dans la nuit du 5 janvier à 22h au directeur, donc avoir remis au directeur central des CMS, colonel de police Sékou Keïta, 6 sacs. Celui-ci les attendait donc à la CMS numéro 1 de Cameroun. Au cours de l'audition du directeur central des CMS, donc qu'ils ont cité, celui-ci va déclarer que c'est plutôt le 11 janvier 2021 que le coordinateur général des BAC lui a déposé 6 sacs en ajoutant qu'il lui a été dit que ces sacs contenaient de l'argent appartenant au ministère de la Sécurité. Donc le coordinateur général des BAC va alors changer d'avis en s'alignant sur la version du directeur central des CMS. C'est-à-dire que quand on lui a posé la question de savoir quand ils ont pris les colis, qu'est-ce qu'ils en ont fait, ils ont donc précisé que le même jour, ils ont confié les colis sur instruction de la hiérarchie à ce commandant de CMS. Et donc le même jour. Et le commandant des CMS est interrogé à son tour le 5 janvier. Lui, il va déclarer que ce n'est pas le 5 janvier qu'il a reçu ses colis, mais que c'est plutôt le 11 janvier 2021. Donc, il y a une question qui targue un peu mon esprit, qui taraude mon esprit plutôt. La question, c'est de savoir, entre le 5 janvier et le 11 janvier 2021, où étaient donc les sacs de cocaïne? Donc, il aurait transité quelque part. Voilà, il aurait donc répondu que les sacs étaient à bord de son véhicule dans la cour du ministère de la Sécurité, devant l'immeuble abritant son bureau, de manière à lui permettre, lui et son adjoint, de les garder en vue. Le coordinateur adjoint va corroborer les déclarations de son chef avant de se rétracter en affirmant qu'il ne peut pas affirmer que le véhicule de son chef contenait de la drogue. Mais il a vu le véhicule stationné donc à cet endroit. Donc le directeur général adjoint de la police, parce qu'il faut quand même signaler que le directeur général adjoint, c'est le numéro 2 de la police, il a eu une attitude... L'adjoint de Bafoué. Oui, il a eu une attitude patriote, en fait, une attitude responsable. C'est quand même l'officier le plus gradé de tous ceux qui ont été entendus dans cette histoire. Mais il n'a pas regardé son grade, il n'a pas regardé sa fonction, il s'est déplacé, il est venu, pas pour répondre à des membres de la commission rogatoire qui sont moins gradés que lui, mais pour répondre à l'institution que ces membres-là représentent, incarnent, donc la justice. Il est venu malgré son grade, il s'est soumis aux questions qui lui ont été posées. Donc il aurait déclaré que depuis la saisie de ces colis le 5 janvier 2021, c'est seulement le 12 janvier que lui, il sera informé de la saisie de 100 kg de cocaïne par la BAC 10. Et c'était au cours de la réunion hebdomadaire regroupant les principaux responsables de la police de Conakry, Koya et Djubreka. Il rajoute donc que sur les instructions qui lui seront données pour mettre cette drogue à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire, donc la DPJ, et inviter la presse. Donc le directeur général adjoint dit alors avoir pris contact avec le commandant Mouri Kaba, directeur adjoint de la communication au ministère de la Sécurité. Il a donné donc à la commission le rapport de la BAC 10, le rapport dont j'ai parlé la semaine dernière, le rapport de la BAC 10 sur la saisie des 100 kg de cocaïne, et le soir transmis du directeur général de la police à son ministre, qui a donc transmis fidèlement ce que disait le rapport donc au ministre de la Sécurité. Alors, j'ai parlé du directeur général adjoint de la police, le numéro 2 de la police, de son attitude. Et c'est ce qui aurait dû inspirer le directeur central de la police judiciaire. Comment il s'appelle Fabou. Voilà, parce que le premier jour
de son audition, tout ne s'est pas bien passé. J'ai parlé de cela la semaine dernière. Oui. Il aurait dû venir tranquillement, comme l'a fait l'autre, parce qu'il est directeur central. Les directeurs centraux, au niveau de la police, il y en a beaucoup. Il y en a énorme. Il y en a une bonne quantité. Mais quand il y a une telle commission en place, tout le monde doit se soumettre à la force de la loi et être entendu de façon assez calme. Surtout que c'est au niveau de la DPJ que tout cela un peu a été médiatisé. C'est au niveau de la DPJ que effectivement, c'est pas vous qui avez appelé les médias. Exactement. C'est le commandant Mouri qui a appelé les médias. Mais c'est la DPJ quand même, ils ont fait les conditions. Voilà. La DPJ, ce sont ces locaux qui ont quand même abrité cette quantité de drogue là. Et puis c'est là-bas où la présentation a été faite. Donc c'était normal qu'ils viennent se présenter au niveau de la commission rogatoire et répondre aux questions qui lui seront posées. Parce que répondre à ces questions, venez devant la commission rogatoire, ne signifie pas que vous êtes coupable. Après, le dénouement de tout cela, c'est devant un juge. Donc, parlons à présent de l'interpellation et de la libération de Issa Kaba. Sur les instructions du coordinateur des BAC, le commandant de la BAC 10 a été chargé de faire arrêter et de conduire devant lui le nommé Issa Kaba, ce qui sera fait en compagnie de son adjoint, commandant Mamadou Belabari. Le commandant de la BAC 10 et de 2 de ses agents vont s'embarquer donc dans le véhicule de Issa Kaba en suivant le coordinateur général adjoint dans son véhicule de commandement. À la suite des négociations en cours de route, parce que la BAC 10 est vers Sanfonia là-bas, donc il venait vers le siège, vers le ministère de la Sécurité. Donc à la suite, mais dans la voiture, ça négociait. À la suite des négociations, le nommé Issa Kaba s'est immobilisé au niveau du centre commercial de Lambagne pour recevoir d'un envoyé dont j'ignore moi le nom, mais pas la commission, une enveloppe contenant la somme de 30 000 dollars qu'il aurait donc présenté au commandant de la BAC 10, qui aurait aussitôt informé le coordinateur général adjoint des BAC, qui était dans l'autre véhicule, qui lui a dit de le rejoindre vers une station. Je ne vais pas donner le nom de la station pour ne pas qu'on pense que c'est un lieu de regroupement des coqs. Donc il va lui dire donc rejoignez-moi devant telle station. À leur arrivée, le coordinateur adjoint aurait donc reçu l'argent et continué avec Issa Kaba dans son véhicule jusqu'au niveau de la BAC 6. La BAC 6 c'est en face de c'est après la RTG, c'est en face de l'ambassade des États-Unis. Donc après la pause. Voilà, la suite évidemment après la pause. Vous êtes chez les GG. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Votre vitamine matinale tous les matins ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Vous nous écoutez à Mamou sur Fraternité FM. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Farana sur Bambou FM. Radio Espace Fouta relaye cette émission sur 99.7. Si vous êtes à la savane guinéenne, 99 en modulation de fréquence. Notre radio émet de ce côté. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages, mesdames et messieurs. Dans un instant, l'actualité est dominée, vous le savez très bien, à Conakry et plusieurs capitales ouest africaines donc sont sous un ciel sombre depuis samedi. Probablement une envolée de poussière. Les explications déjà fournies semblent proches les unes des autres. Au Sénégal, on parle d'une pollution de l'air d'origine anthropique. Il le dit ce matin, Jacques Lewadeno. Les premières déclarations du service météorologique guinéen évoquent une brume sèche, donc qui marque le passage de la période humide à celle sèche dans les pays désertiques comme le Mali, entre autres. Le transport aérien donc a été perturbé le week-end. Attention, l'ambassade des États-Unis en Guinée publie donc depuis samedi des données sur la qualité de l'air. Elle parle d'un niveau de pollution extrêmement élevé, qui serait dangereux donc pour la santé. Pour comprendre le phénomène, nous aurons dans les GG ce matin Dr Mamadou Lamine Baldé. Il est directeur général donc de la météorologie donc ici à Conakry. Nous allons le joindre dans cette émission. Et puis nous irons aussi du côté de Nzérékoro ce matin, d'où nous attend donc Fasseli Konaté. Les vaccins ne sont toujours pas livrés, vous le savez très bien. Jacques Léval nous apprend. Donc nous allons essayer de partir aussi du côté de Nzérékoro pour prendre l'état de lieu de ce côté. Fasseli Konaté nous attend là, évidemment, du côté de Nzérékoro. Vous nous écoutez donc sur 99.7 en modulation de fréquence. Beaucoup de réactions ce matin, des auditeurs sur le 657 39 13 13, avec cette première réaction qui nous parvient à l'instant T de Afamou Samaka Diaby. Bonjour les grandes gueules, bonjour Lamine.
La fermeture des frontières avec le Sénégal n'a aucun impact avec le prix des produits en Guinée. C'est le Sénégal qui dépend des produits de la Guinée et non le contraire. Faites un tour dans les marchés à Dakar. Le ministre Ismaël Djubaté était largement revenu sur la mauvaise foi de certains opérateurs. Mais rassurez-vous, le gouvernement prendra le contrôle très bientôt. Bonne journée, c'est Afamou Samakadabi qui nous envoie ce message. Falilou également qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, vraiment merci pour ce bonheur que vous nous procurez, que vous nous donnez tous les matins à nous informer ce qui se passe dans la cité au millimètre près. Soyez-en remerciés et encouragés. Cette touche ne serait pas informée autrement. Voilà, c'est Falilou qui nous envoie ce message. Bonne journée, mon cher Falilou. On reste dans le sillage avec Big Up Kaba aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Dites à Ahmed qu'il n'y a aucun lien entre la cherté de vie que vivent les Guinéens aujourd'hui et la gratuité de l'électricité. Il faut qu'ils le sachent. Comme son nom même l'indique, une économie de marché est une organisation de la production dans laquelle les variables économiques fluctuent en fonction des forces du marché, autrement dit, de l'offre et de la demande, avec une intervention minimale de l'État. Voilà, tout le monde est économiste du côté de Pades, c'est dingue. Hein? Donc c'est sûr que c'est Dr Ousmane qui a écrit ça et qui nous a envoyé. Hein? Allez, on va rester dans le sillage évidemment avec cet autre message qui nous parvient à l'instant T. Lui, il est de l'UFR, c'est Moria Kaba évidemment. Bien que nous faisons face à une crise économique mondiale, au moins il le reconnaît, mais chez nous, la mauvaise gouvernance l'a rendu pire. Une inflation galopante due donc à une mauvaise politique monétaire et pour conséquence la flambée donc des prix des produits importés. Notre faible production agricole nous a rendus vulnérables malgré nos 6 millions d'hectares de terres cultivables. Il n'y a pas de progrès par procuration. Les crises nous le rappellent toujours. Moria Kaba du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. Lui, c'est Suleiman Konaté, il est à Dubreka. Bonjour les grands gueules, la fermeture injustifiée des frontières, l'échec de l'initiative présidentielle pour l'insuffisance alimentaire, les différents harcèlements des opérateurs économiques et la non-maîtrise de l'inflation explique cette hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité. Ahmed Kourouma doit revoir ses cours d'économie. Lui, c'est Suleiman Konaté du côté de l'UFDG qui nous envoie ce message. Docteur Diawara aussi qui nous écrit évidemment. Bonjour docteur, bonjour à toute l'équipe. Le récit de Moïse, j'ai failli faire un accident sur de la circulation. Et à la ça va où on va dans ce pays. Hollywood doit s'intéresser à cette affaire pour en faire un film. Voilà, c'est docteur Diawara qui nous envoie ce message. Merci aussi à Tonton Fofana qui nous écrit. Lamine, ton économiste de l'État est à l'arrêt. La cause de la cherté, c'est la monnaie. Oui, $1 est à 1 million alors qu'il était à 800 000 ou moins. Voilà, c'est Dr Fofana qui nous envoie ce message. Monsieur Fofana qui nous envoie ce message. Ahmed, on se calme, c'est le temps des auditeurs, mon cher ami. Voilà. Allez, on va y rester avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Cette flambée du prix s'explique par l'augmentation du prix du dédonnement. Adi Diallo de la radio globale qui nous envoie ce message. Merci beaucoup. On va rester dans le sillage avec ces auditeurs. Ils sont tellement nombreux ce matin à nous écrire. On s'intéresse maintenant à vos tweets, évidemment, sur le hashtag #GG. On a encore 2 minutes. Le temps pour notre inspecteur, évidemment, de continuer la narration. Le compte rendu. Almami Diop qui nous écrit. Bonjour à tous. Il n'y a rien qui régule les prix du marché dans ce pays. N'importe qui peut se lever un beau matin pour augmenter les prix de denrées. Qu'en est-il de la révolution agricole censée nous rendre autonomes alimentairement parlant? Nada, quelle galère. #GG. Daouda Mangmed Kamara, big up. Allez, on reste avec Mandian Diallo qui nous écrit aussi. Mendan Diallo, tout à fait normal que les prix augmentent en Guinée puisque l'inflation bat son plein. 1 euro égale 12 000 francs aujourd'hui. Vouloir justifier ce fait par la loi de l'offre et de la demande serait d'une légèreté déconcertante. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. À l'extérieur, les prix sont plus stables. Voilà, c'est bien cela.
Keita Moussa aussi sur Twitter nous écrit: bonjour les GG, la seule chose qui monte le matin et descend le soir en Guinée, c'est le drapeau. Les prix augmentent, mais ne diminuent jamais, comme le dit Jacques Levadino. On va rester avec Zébal Traoré, évidemment, qui nous écrit aussi: bonjour les GG, la faute à l'État, car ils sont par conséquent, ils sont pas conséquents, voilà, il le dit, ils sont pas conséquents quand il s'agit d'initier donc les prix sur toute l'étendue du territoire national. Il faut que les routes, les rails et les infrastructures pour soulager donc la population, car si le transport diminue, les prix vont diminuer aussi. C'est Zébal Traoré évidemment qui nous envoie ce message. Les GG continuent dans un instant sur Radio Espace. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.